Bon, ben, on va commencer. Merci à tous ceux qui sont connectés et présents en salle. Donc, on invite aujourd'hui, il n'y aura finalement qu'un orateur. Il s'agit de Patrick Boumier, qui est donc membre du cercle rationaliste de Paris-Saclay. Il nous expliquera peut-être un tout petit peu de quoi il s'agit. Et par ailleurs, donc il est astrophysicien au CNRS à Orsay. Il est également secrétaire du syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique, le syndicat CGT de la recherche scientifique. Et donc, on l'a invité pour nous faire une présentation sur l'état de la recherche en France. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la situation aux États-Unis avec les volontés de Trump de brider la capacité des chercheurs à réaliser leur travail de recherche, en tout cas sur certains sujets euh, qui n'étaient pas dans les priorités de ce monsieur Trump, avec donc, tout l'enjeu en Europe de dire du coup ces chercheurs-là, on va les accueillir en Europe et en France en particulier. Et bon, ça a fait réagir un peu l'univers de la recherche en France, notamment parce que ça fait quand même déjà de nombreuses années que la recherche en France académique est en difficulté et, euh, et que se posent quand même des tas de questions sur l'avenir de cette recherche fondamentale. Et donc voilà, je vais laisser la parole à Patrick. Et merci Patrick d'avoir accepté de venir parmi nous. Donc je vais compléter un petit peu. Donc je suis chercheur au CNRS effectivement, et avec Claudia Galina de l'INSERM, je suis co-secrétaire général du SNTRS-CGT. Donc c'est vrai que c'est un syndicat national d'à peu près de 1500 adhérents, adhérentes. Bon, on se développe encore, c'est compliqué, mais voilà, et il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Et ça fait depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années que donc je travaille, je milite avec les camarades concernés par le développement de Paris-Saclay, dont la R&D de l'EDF, et on a bien lutté ensemble donc, dans les années 2010 et quelques, là, 2012 et quelques. Enfin bon. Et maintenant, on est là aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous faire un panorama de l'état de la recherche en France. Je vais me concentrer sur les libertés académiques aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les libertés académiques. Tous, donc, et aujourd'hui, c'est en tant que président du cercle rationaliste à l'Université Paris-Saclay que je m'adresse à vous. Donc ce cercle rationaliste est assez récent, même si l'association de loi c'est 1901, ça c'est la loi. Ce cercle rationaliste a été créé il y a peut-être 2 ans maintenant, motivé par le fait que le développement du plateau de Paris-Saclay a fait venir notamment le cercle Teilhard de Chardin sur le plateau, un centre animé par donc des jésuites, dont l'objectif principal est de s'occuper des milliers d'âmes qui sont arrivées sur le plateau, des étudiants, des étudiantes, du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche, et au-delà des entreprises. Et c'est vrai qu'à une époque où la science en prend plein la figure, où la parole des scientifiques est mise en doute, on l'a vu au moment du Covid, et on le voit régulièrement bon, sur le réchauffement climatique, bien sûr depuis longtemps, sur l'agriculture. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a vu des patrons d'agriculteurs ou des agriculteurs, même sans être patrons, qui se sont permis de murer le siège de l'INRAE, qui sont quand même des collègues scientifiques. Donc leur parole est mise en doute. Et si on n'est pas là pour démêler le vrai du faux sans arrêt, pour séparer ce qui est de la sphère privée, entre autres les croyances, c'est de la sphère privée. Tout le monde est respecté, tout le monde est respectable, et toutes les croyances sont à respecter, mais il ne faut pas interférer avec le domaine scientifique. Donc c'est le but du cercle rationaliste, c'est de faire des débats et de discuter justement sur le plateau de Saclay en particulier, même dans la vallée, dans le cadre général de l'université Paris-Saclay, de la science et du rationalisme qui doit normalement nous imprégner tous, toutes et tous. Et donc vous êtes invités éventuellement à adhérer. Je ne suis pas là pour faire la pub pour que vous adhériez, mais je le dis parce que plus on sera nombreux, mieux ce sera.
Nous avons commencé l'année dernière par une première conférence qui était un débat, on va dire, contradictoire autour du livre « La science est-elle la nouvelle alliée de Dieu ?» La science, c'était Dieu, la science, l'épreuve, écrit par un duo, M. Bolloré Frère et M. Bonassis. Et M. Bonassis a accepté de venir débattre avec nous. Donc c'était un débat, on était 70-80 personnes dans un amphithéâtre le 5 avril 2024. C'était, ma foi, voilà, avec le président de la Libre Pensée, Jean-Sébastien Pierre, qui était venu apporter la contradiction. Et nous avons débattu toute une soirée. Voilà. Et puis, deuxième action du cercle rationaliste, c'est cette conférence sur les libertés académiques que j'ai préparée avec Nicolas Ferret, qui est le secrétaire du cercle rationaliste et enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay, qui nous présente ses excuses aujourd'hui. Il a une commission administrative au niveau du SNES-UP-FSU à laquelle il a été réélu ou élu il y a un mois à peu près. Donc voilà, pour introduire un petit peu le débat, on ne va pas passer longtemps sur l'actualité brûlante partout, à tous les points de vue finalement, dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est vrai qu'on a été beaucoup choqués par la brutalité de ce qui se passe aux États-Unis, dans la science évidemment, l'enseignement supérieur, pas que, bien au-delà. Hein, le système scolaire dans son entier a été bien amoché, les fonctionnaires bien amochés aussi. Et dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça a commencé peut-être par des disciplines de sciences humaines et sociales qui ont été vraiment attaquées. Des disciplines comme la NOAA, la surveillance atmosphérique, la surveillance de la Terre, des océans, etc., qui a été attaquée. Et même la NASA, qui est quand même un des fleurons des États-Unis, a été pas massacrée, mais bien attaquée dans sa direction, dans son personnel et donc dans ses moyens. Et donc on a vu une réaction immédiate de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Philippe Baptiste, qui tout de suite a dit « la NOAA ne peut plus faire son travail, alors il faut que les agents de l'IFREMER accueillent les scientifiques de la NOAA qu'ils souhaitent ». Et là, l'IFREMER traverse une période très particulière. Ceux qui lisent les journaux bretons le voient, il y a sans arrêt beaucoup d'articles depuis quelques semaines, quelques mois, pour différents soucis de violences sexistes et sexuelles sur les bateaux, pour des soucis de détournement d'argent de la part d'une certaine personne de la direction. C'est passé en procès. Le personnel alerte le ministère depuis longtemps sur le fait que dans 2-3 ans, ils ne pourront plus travailler, ils seront même en cessation de paiement si ça continue. Et là, le ministre, allez, accueillez vos collègues étrangers. Donc c'était quand même un peu fort de café. Il y a des universités où, subitement, la direction d'université trouve 15 millions d'euros, c'est le cas d'Aix-Marseille, si j'ai bien compris, pour dire on a de quoi accueillir des scientifiques étrangers, américains ou étrangers jetés dehors des États-Unis. Bon, là, il y a quand même des choses... il y a une grosse hypocrisie derrière tout cela. Et on le voit quand on réclame des moyens, rien que les moyens de travailler dans les laboratoires, dans les centres de recherche. Et on nous dit non, il n'y a pas de moyens, c'est la guerre, etc. Donc, bon. Et pourtant, l'État n'a jamais autant donné d'argent pour vous, alors comment vous pouvez vous plaindre? Enfin, c'est quand même assez fort. Bon. Il y a eu donc le programme Choose Europe for Science, décliné en France par Choisissez la France. Bon, ici, ça me rappelle le mois de février, quand c'était Choose Science, quand il y a eu les 2 journées ici. Summit, le Summit, en plus, en anglais, c'est vrai que ça fait mieux. Mais bon. Et puis, il y a un acteur à ne pas négliger dans tout ce paysage, c'est le HCERS, le Haut Comité de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est en voie de suppression. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote. Alors un vote pour sa suppression, dans le cadre plus large de la loi sur la simplification des opérateurs et des agences, l'Assemblée nationale a donc voté pour la suppression du HCERS. Et le vote doit être entériné par une commission mixte paritaire en principe qui devait se tenir au mois de juin, qui finalement se tiendra probablement début septembre. Et là, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a publié quand même des phrases assez choquantes pour moi, en disant si on a pu en arriver là, c'est que LFI et le RN s'allient. Et quand les extrêmes s'attaquent au savoir et aux libertés académiques, c'est notre démocratie qui est attaquée.
Alors, oser dire ça à propos du HCERS, c'est quand même fort de café, et on va y revenir au cours de l'exposé. Donc, les menaces sur les libertés académiques, aujourd'hui, je vais les décliner sur à peu près 5 axes. Ça commence par le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec notamment des financements fléchés sur appel à projets, dans le cadre notamment de ce qu'ils ont appelé les programmes d'investissement d'avenir. C'est bien, les mots sont bien, mais on voit en parallèle la chute des budgets alloués à l'enseignement supérieur et la recherche, ou une stagnation, on le verra juste après, une stagnation en pourcentage du PIB, et parfois le conditionnement du financement à des exigences politiques et économiques, et c'est là où les menaces sur les libertés académiques se précisent. En parallèle, il y a des entraves administratives et sécuritaires à une recherche indépendante. Il y a un aspect qui n'est pas forcément évident à voir tout de suite, c'est la sous-traitance de tout ce qui est informatique à des boîtes privées, y compris des bases de données scientifiques. Et en particulier au CNRS, sur des bases de données personnelles des agents dont on risque de perdre le contrôle. J'y reviendrai peut-être si j'ai un petit peu le temps. Un deuxième aspect qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui, ce sont les zones à régime restrictif, les ZRR, qu'on pourrait appeler zones de restriction de recherche. J'y reviendrai tout à l'heure, donc je ne développe pas. L'évaluation, dont j'ai parlé du HCERS, qui est une manière de piloter, une manière de sanctionner ou de mettre une carotte ou un bâton au-dessus de la tête. Il y a évidemment les menaces médiatiques et politiques, en particulier les attaques sur les libertés d'expression, les libertés de manifestation parfois sur certains sujets politiques. Voilà. Et puis les menaces institutionnelles directement au cœur du fonctionnement de nos instances, en particulier dans les établissements dits expérimentaux, comme à l'Université de Paris-Saclay en l'occurrence. Donc je reviens à ce que je disais il y a 2 minutes. Quand on compare l'investissement de la recherche et développement entre certains pays entre 1996 et 2021, on voit que pour certains pays, comme l'Allemagne par exemple, l'augmentation, elle est quand même très nette, presque 50%. On ne va pas parcourir le tableau. C'est vrai qu'Israël, quand c'est 115%, ça fait mal. La France est restée à 2,2% du PIB. Malgré je ne sais plus si c'était la stratégie de Lisbonne qui avait dit, il y a 20 ans peut-être, ou 25 ans maintenant, il faut avoir un objectif de 3%. Alors parfois, quand on compare, il faut être certain qu'on parle de la même chose. Parfois, il y a certaines dépenses qui sont incluses là-dedans, et il y a des pays où ce n'est pas le cas. Donc bon, mais là, je crois que le tableau a été montré par le PDG du CNRS, Antoine Petit, quand il motivait sa politique de laboratoire particulier, l'Equilabs. Donc j'ai repris ce tableau, et il est content qu'on ferait de son tableau. Donc je pense qu'il a comparé des choses comparables. Et quand on dit ça au ministre, il nous dit, mais il y a un sous-investissement, c'est clair, dans la recherche en France, on est largué. Il y a une dépêche AEF qui vient de sortir ce matin, je crois là-dessus aussi. Mais il met l'accent sur la recherche privée, qui est bien inférieure en France à ce qu'elle est à l'étranger. Et pour lui, la recherche publique en France, ils ont fait vraiment la LPR, la loi de programmation de recherche, c'est super. Ça a permis d'embaucher des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, de ne plus en embaucher au-dessous de 2 fois le SMIC. Quand on a une thèse plus 5-6 ans, c'est sûr que même 2 fois le SMIC, bon, enfin bref. On ne va pas rentrer dans le détail des grilles indiciaires ici, mais donc là, il y a quand même une défection de l'État sur cette stagnation-là en disant c'est le privé, c'est le privé, c'est le privé. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en donne de l'argent au privé? Par exemple, le crédit impôt recherche, c'est quand même 7 milliards d'euros par an, peut-être même 8 maintenant. Donc ça, c'est de l'argent. On nous dit, ce n'est pas l'enseignement supérieur à la recherche, c'est Bercy qui décide. Et c'est du crédit d'impôt recherche. Ça n'est donc pas de l'argent pris à la recherche. C'est de l'argent qui n'entre pas dans le budget de l'État. Bon, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même 8 milliards d'euros qui, normalement, devraient être affectés à de la recherche et développement. Au niveau de l'université, quand on regarde l'évolution des budgets par étudiant en France entre 2008 et 2022, bon, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que ça monte, que ça stagne? Là, que ça stagne, c'est pas si évident que ça. Enfin, quand même. Pour moi, l'évidence, elle est dans l'autre sens. Donc les budgets ont été, même quand ils sont votés en première instance, les lois de... Il y a quelqu'un dans la salle d'attente, j'autorise. Clac. Même quand les budgets sont votés, ils sont souvent rabotés quelques mois après. Tout n'est pas mis en place. Parfois, il y a des autorisations de programme, mais ce n'est pas suivi forcément de crédit de paiement. Parfois, c'est gelé, voire supprimé complètement. Et puis,
Et puis, par exemple, l'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus, le ministre a dit on va porter un effort sur les universités qui sont vraiment mal en point. Évidemment, quand on voit qu'il y a la plupart des universités françaises qui ont des budgets en déficit, ben, il faut faire quelque chose. Donc il a dit, mais le CNRS a une trésorerie conséquente, donc on lui enlève 100 millions d'euros sur la dotation qu'on avait prévue pour le CNRS. Mais, comme on est fort, comme on est positif, on autorise le CNRS à prélever sur son fonds de roulement ces 100 millions. Et dans une diapositive du ministre qui nous avait été donnée, je ne sais plus quelle occasion, il mettait même, noir sur blanc, que c'était une augmentation du budget CNRS, parce qu'il permettait de puiser dans le fonds de roulement. Et là, sur ce fonds de roulement, on entend souvent, et même Sylvie Retailleau, l'ancienne présidente de Paris-Saclay, disait il y a un bas de laine, où il y a de l'argent qui dort sous le matelas, etc. C'est vrai qu'au CNRS, on a 1,4 milliard, je crois, d'euros dans le fonds de roulement. Mais c'est beaucoup d'argent pluriannuel qui ont été donnés sur des projets pluriannuels et qui ont été donnés non pas pour une année, mais pour les 4 ans, par exemple, sur lesquels le projet va courir. Donc c'est de l'argent qui est mis de côté, sachant qu'il sera dépensé un jour ou l'autre. Il y a aussi de l'argent mis de côté pour payer le compte épargne-temps de tous les agents quand ils demanderont, si jamais ils demandaient tout leur compte épargne-temps. Donc, et la Cour des comptes elle-même, qui pourtant parfois n'est pas pour nous défendre, on le dit, il n'y a pas beaucoup d'argent de disponible en trésorerie sur le fonds de roulement du CNRS. Donc ça, c'est super important. Donc c'est vrai, quand on dit « Choose Europe for Science » ou « Choose France », bon, faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Là, j'en arrive au financement fléché, les appels à projets, les AAP, qui nous bouffent quand même la vie. Alors moi, comme je travaille dans le spatial, avec le CNES, sur des manips qui vont dans l'espace, les appels à projets, j'en fais depuis tout petit. Mais ce sont des appels à projets qui sont... C'est pas tous les ans, le spatial, c'est tous les 20 ans. Enfin, c'est un projet, ça peut durer 25 ans, voire plus. Et les équipes se relayent. Et qui fait le tri, qui fait la sélection, sont des pairs qui connaissent les besoins des disciplines les unes par rapport aux autres. Et je pense que dans ces cas-là, tout le monde peut être servi à un moment donné. Parfois, c'est la planétologie, parfois, c'est la physique solaire, parfois, c'est la cosmologie, etc., etc. Mais là, avec la création de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche en 2005, c'était une autre manière, c'était une orientation, on va dire, extérieure, entre guillemets. Et ma foi, on était traité pas de pestiférés, mais d'incapables si on n'avait pas de demande ANR. Plus grave, si on n'avait pas de demande à l'ERC, European Research Council. Et là, on le voit dans le contrat d'objectifs de moyens et de performance du CNRS, la trajectoire sur les années à venir, c'est augmenter les ressources propres à l'Europe, très significativement. Et ça, c'est aussi un discours du ministre qui nous dit, quand vous faites des demandes à l'Europe, vous êtes super bon au CNRS. Et ailleurs aussi sans doute, mais au CNRS en particulier. Le problème, c'est que vous ne faites pas assez de demandes. Vous n'avez pas assez d'argent. Quand on met 2 euros, peut-être quand l'État français met 3 euros, il ne récupère qu'un ou deux, je ne sais pas. Donc on lui dit, mais si c'est pour récupérer l'argent qu'on donne, autant vous nous le donnez directement. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire des... C'est vraiment d'un raisonnement... Le retour géographique, je n'ai jamais compris ça. Si on n'est pas là pour aider les pays encore plus dans la mouise que nous pour l'espace, ce n'est pas la peine de donner de l'argent à l'Agence spatiale européenne. Bref, passons ça. Les appels à projets, c'est aussi une grosse perte de sens de nos métiers, donc où on passe plus de temps finalement à trouver comment remplir les bons dossiers, etc. Et c'est parfois tellement compliqué qu'il y a des boîtes privées qui nous envoient des messages en nous disant « On peut vous aider à remplir, à gagner de l'argent dans les appels à projets. » Il y en a une plateforme qui s'appelle Open for Research. Mais c'est fou que la présidence de l'université relaye ce genre de truc, quoi. C'est aberrant, aberrant. Gâchis humain, financier, scientifique. Et nous l'avons d'ailleurs, nous avons travaillé sur un rapport au sein du CNESER, le Conseil national enseignement supérieur et recherche, il n'y a pas si longtemps que ça, au sein de la commission, une des commissions d'études scientifiques, un bon rapport que nous avons élaboré sur un sondage où on a eu je ne sais plus si on a eu 9 000 réponses dans tout le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Julien, autorisé. Et puis, bon, là, c'est vrai que quand on voit le petit schéma avec l'érosion des postes, au bout du compte, des postes statutaires, je dirais, parce qu'il y a eu un développement de la précarité aussi très important.
Finalement, on nous donne de l'argent sur ressources propres, vous pouvez embaucher des contractuels. Et là, on l'a vu avec un des aspects de la LPR, c'est de sortir des nouveaux contrats hors statut, comme les chaires de professeurs juniors qui sont annoncés comme des postes en plus, ce qui est quand même une sacrée fumisterie quand on sait qu'on a des plafonds d'emploi et qu'on n'a même pas la masse salariale pour pouvoir embaucher au plafond d'emploi. Donc nous dire que des chaires de professeurs juniors, c'est des postes en plus, mais c'est un mensonge tellement éhonté que ils le disent quand même. Et là, on va... Bon, on pourra y revenir si vous avez des questions plus tard, mais les chaires de professeurs juniors, c'est un peu sur le modèle des tenure track en Angleterre. C'est des gens embauchés sur 4 ou 5 ans avec des objectifs à réaliser, avec un petit peu de pognon, un petit package, comme on dit en anglais, 200, 300, 400 000 euros. Et puis, bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour dire que ces personnes-là, ces lauréats, au bout de leur projet, s'ils ont atteint leurs objectifs, si le patron, le comité ad hoc est content, ils seront embauchés directement professeurs des universités ou directeurs, directrices de recherche, au détriment des autres qui s'embêtent à faire un concours national statutaire pour entrer dans la fonction publique. Donc maintenant, le conditionnement du financement des exigences politiques. Donc les investissements d'avenir que je citais tout à l'heure, les PIA, c'était une manière de maintenir la pression au niveau des établissements et des universités. Et on a souvent entendu dire de la part de direction, mais si on ne fait pas ce que veut le ministère, on va perdre les financements de l'IDEX, l'initiative d'excellence. Je crois qu'à Paris-Sud ou Paris-Saclay, déjà c'était 650 millions d'euros. Oh, on va les perdre si on ne fait pas ce que dit le ministère. Donc c'était vraiment, il fallait être dans le moule, quoi. Et dans la recherche et l'enseignement supérieur, être dans le moule, c'est pas bien. Ça n'est pas du tout notre éthique. Donc on a vu aussi des chartes contraignantes des financeurs publics. C'est vrai qu'on a parfois de l'argent qui arrive que ce soit des cofinancements de thèse, alors sur des sujets précis, ou sur du financement, sur des projets particuliers. Et donc les grandes questions qui viennent là-dedans, au niveau de l'orientation et de la politique de recherche et d'enseignement supérieur, c'est qui décide des grandes orientations? Et ensuite, qui décide de la mise en œuvre de sujets de recherche, de techniques de recherche, pour répondre à ces grandes orientations ou aux grandes questions qui découlent des grandes orientations? On l'a vu avec les coronavirus. Ce que ça a donné. On l'a vu, manque d'anticipation et pire encore, suppression des financements pour travailler sur les coronavirus, prétextant, je ne sais plus, il y a 20 ans ou 10 ans, le temps passe, que ça n'avait aucun avenir en France et que ça servirait surtout les pays pauvres, quoi. Donc, c'était des financements de l'Agence nationale de la recherche, de l'ANR. Alors s'il y avait eu des crédits récurrents, on aurait limité la casse, je pense. Sur quels critères on fait ces décisions? Voilà. Est-ce qu'il faut un conseil au plus près du président de la République, avec des gens choisis comme il faut, qui sont bien dans le moule? Ou est-ce qu'il faut au contraire faire confiance aux scientifiques sur une plus grande base, sur une collégialité? Donc ça peut être par le Comité national de la recherche scientifique, les commissions de spécialistes dans les différents établissements ou autres, quoi. Des instances collégiales avec des élus en majorité. Et qui pilote ensuite? Et voilà, on en reviendra à l'évaluation. J'en arrive aux ZRR, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai mis l'existence en introduction. Donc elles ont été créées, maintenant ça fait plus d'une dizaine d'années, un arrêté du 3 juillet, tiens, c'est pas aujourd'hui le 3 juillet 2012, donc ça fait 13 ans pile poil aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au début c'était une application très limitée et qui pouvait se comprendre par un souci de protéger les données de la recherche, des données sensibles, qui auraient pu être piratées informatiquement ou piratées, je ne sais par quelle autre méthode. C'était aussi pour éventuellement protéger des bases de biologie, des bases de médecine, enfin des labos de recherche dans lesquels il y a des choses très sensibles, que ce soit sur les données ou que ce soit sur le matériel ou les sujets de recherche. Et au fur et à mesure, donc on a eu des laboratoires où tu n'avais pas le droit de rentrer, ou quand on avait un visiteur, il fallait demander l'autorisation donc à nos tutelles qui transmettaient aux fonctionnaires sécurité défense. Et de plus en plus, ces petites zones-là prennent de l'ampleur
au niveau d'un étage entier, au niveau de bâtiments, voire au niveau d'un établissement. Je crois que l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, si je n'ai rien oublié, robotique, serait sujet à devenir une ZRR dans son ensemble. Alors, est-ce que c'est lié à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est je pense que c'est une politique vraiment de restriction et de pilotage et de surveillance à outrance. Déjà, sur les frontons de l'INRIA, quand il y avait centre de recherche partout, l'année dernière, ils ont enlevé le mot recherche. Ils ont remplacé par je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, c'était très symptomatique et ça fait peur quand même. Plus récemment, j'ai vu au niveau du CNRS l'importance ou l'influence du fonctionnaire sécurité-défense. On en a un au niveau du CNRS lui-même. Quand à la fin du mois de janvier, nous avions appelé à un rassemblement dans la cour externe du siège du CNRS à Paris, en marge du conseil scientifique du CNRS qui se tenait ces jours-là, pour manifester notre exigence d'arrêter le processus d'équilibre des laboratoires clés qui auraient été fléchés pendant 5 ans, qui n'auraient fléché que 25% de laboratoires, sauf erreur. C'est quand même chaud comme sujet. Et on était 300 ou 400 personnes devant le siège du CNRS. Et donc moi j'étais responsable du rassemblement. Je m'étais mis d'accord avec la direction du CNRS la veille et que tout allait bien se passer et qu'on avait le droit de rentrer dans la cour externe et qu'après on ne passait pas les portiques pour ne pas envahir le bâtiment du CNRS. Bon, ok. Eh bien le fonctionnaire sécurité-défense, c'est lui qui m'a accueilli et qui m'a dit « vous restez dans la rue ». Bon, je lui dis « ben non, ben non monsieur, j'ai l'accord de la direction du CNRS ». Mais monsieur, c'est moi qui suis au-dessus de la direction du CNRS. C'est moi qui décide, monsieur le fonctionnaire sécurité-défense. Je dis « oh bon, bah écoutez… Et bien écoutez, voilà, résultat, 10 minutes après, la rue était bloquée parce que les voitures ne pouvaient pas passer, c'était trop dangereux. Résultat, bon, on a fini par rentrer dans cette cour. Mais si j'ai raconté ça, c'est que le gars, il était sur place. Il m'a pris à partie en me disant, si vous faites rentrer les gens, ok, un par un, et vous engagez à ce qu'il n'y ait aucun pépin. S'il y a un pépin, c'est sur vous que ça va retomber. Je dis, ok, je vais les filtrer. Évidemment, je laissais passer tout le monde. Si tous les gens qui étaient là, c'était des collègues, enfin, je veux dire, qui voulaient vraiment que ce projet de Kilab s'arrête. Les ZRR, pour en revenir à la diapo, c'est sûr que le fonctionnaire sécurité-défense a l'autorité. Et il a l'autorité sans avoir à se légitimer, à expliquer ses choix. On l'a vu récemment dans le refus d'accueillir, je ne sais plus dans quel centre c'était à Bordeaux, je me demande si ce n'était pas l'INRIA, je ne sais plus, enfin il y a quelqu'un, une jeune qui faisait un postdoc sur un sujet pourtant prioritaire, etc., c'était peut-être l'intelligence artificielle, enfin il y avait peut-être une partie d'IA encore là-dedans, déjà, et elle a été refusée, son contrat postdoctoral à elle a été refusé, et ça a fait la une de certains journaux, ça a été… Et il n'y a pas eu de justification. Quand on creuse un petit peu, on se dit « Ah, c'est vrai qu'elle est investie dans les soulèvements de la Terre. » Ah, ben c'est vrai. Et ça quand on est quelque part et quand on fait un petit peu de politique, d'associatif, même si c'est vraiment pas enfin, je ne sais pas comment dire, moi, c'est une association légale, un truc de base, même sans aller jeter des cocktails Molotov sur le ministère, on est considéré comme « Oh là là, celui-là, celle-là, c'est un espion potentiel, hein, ou simplement on veut les embêter. » Mais je pense que bon… Ils veulent se couvrir comme ça. Et tout ça, ça contribue à instaurer un climat de méfiance. Là, des pratiques nauséabondes. Ça peut aller très loin, ces ZRR. Et ma foi, bon, voilà, il faudra que l'on lutte contre cet élargissement, cette généralisation. Sinon, tous nos labos vont y passer. À la rigueur, on peut considérer tout ce qui touche de près ou de loin à la recherche, ma foi, c'est à risque. Et c'est un patrimoine qu'il faut défendre au niveau militaire, avec la défense française. Donc, comme il est écrit en haut, c'est vrai que là, les objectifs, quoi qu'on en pense au départ, ont été détournés vers une application bien au-delà de l'objectif de la loi. Où vous voyez si je fais ça, personne ne voit à l'extérieur. Donc je n'ai pas de pointeur là, mais bon, vous voyez les différentes raisons. Les risques R1, R2, R3, etc. Là, on en est quand même un petit peu loin. Quand on voit le R3, prolifération des armes de destruction, bon, je
pense pas que la collègue de Bordeaux allait quand même travailler sur la prolifération de ces armes, intérêt économique de la nation, terrorisme. Bon, voilà, je passe là-dessus. Il y a eu différentes expressions. En particulier, le conseil scientifique du CNRS, encore lui, c'est un petit peu biaisé sur le CNRS, parce que bon, c'est vrai que je suis CNRS, mais bon. Il n'y a pas que là où il se passe des choses. Donc voilà, je ne lis pas la conclusion qui était quand même stop les ZRR, attention, vous allez gêner tout le monde et vous allez faire fuir encore plus les personnes, alors qu'on parle de problèmes d'attractivité dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà, il y a eu déjà y compris au niveau de l'office parlementaire, là, en mars 2019, il y a eu des alertes, mais ça ne suffit pas. Donc j'en reviens maintenant à l'évaluation. On reviendra s'il y a des questions sur ces différents points. Là j'ai à peu près fait les 2/3 de ma présentation. Donc l'évaluation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est essentiel au jour d'aujourd'hui de garder une évaluation indépendante de tout ce qui peut être pilotage politique, pilotage de la sphère privée. Je pense aux entreprises, dans un cadre de développement de politique de site, c'est-à-dire de territorialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors l'enseignement supérieur l'est déjà, mais adosser la recherche à des sites très particuliers et avec les contrats d'objectifs et de moyens de performance locaux, qui permettraient, si on laisse faire l'entrée de la sphère privée dans les conseils d'administration, alors encore plus que maintenant, encore plus qu'aujourd'hui, et qui pourraient avoir leur mot à dire sur le contenu des diplômes. Et en ce moment, il y a une loi que le ministre veut faire passer vite fait, pendant les vacances, là, profitant il a dit, j'ai une opportunité parlementaire pour faire passer ça très vite. Il est question de la fin de la collation des grades. Il est question là c'est au niveau des formations privées, y compris les formations supérieures privées. Il est question de ne plus laisser l'État via ses instances, être maître des grades universitaires et des diplômes. Et le ministre nous dit, mais c'est justement, il y a trop de formations privées maintenant, il faut les réguler. Il n'est pas question de se poser la question de pourquoi il y en a beaucoup. Pourquoi ça se développe? Non, il faut les réguler. Et il nous a même dit que c'était une demande des familles d'avoir des formations privées. Enfin, voilà. On pourrait dire qu'ils sont hors sol, mais c'est pire que ça. Je pense qu'il y a des objectifs politiques derrière. Donc l'évaluation, dans ce contexte-là, elle est essentielle. Même si on a certains camarades CGT à l'INRAE qui trouvent qui ont fait le bilan que l'évaluation ne servait jamais à rien de positif. Bon, nous, ce n'est pas notre point de vue au SNTRS CGT, mais là, je le dis parce que ça n'est pas toujours évident de savoir expliquer pourquoi l'évaluation est essentielle, et il y en a même qui trouvent que ça ne sert à rien. Donc parce que, à la rigueur, ils n'en ont jamais eu besoin, ils ont fait leur boulot en toute bonne foi, et puis à la rigueur, allons-y. Dans le paysage politique, donc, il y a eu la mise en place de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'AERS, à peu près en même temps que l'ANR. Tout ça s'est fait à peu près dans la même mouvance il y a 10 ans et quelques. Et maintenant, c'est le HCERS, le Haut Comité. Ça change de nom, mais les prérogatives ont un petit peu changé aussi. Avec l'AERS, l'AERS avait le monopole, si je puis dire, de l'évaluation des unités de recherche, des laboratoires. Donc ça n'était plus le Comité national de la recherche scientifique, par exemple au sein du CNRS, ça n'était plus les commissions de spécialistes dans les autres établissements, c'était l'AERS qui faisait l'évaluation des structures de recherche. Alors que nous revendiquons une évaluation corrélée. Quand on évalue les individus, les agents, il faut les évaluer en même temps qu'on évalue le cadre de travail. On ne peut pas évaluer l'un sans l'autre. Et là, c'était, hop, on sépare les deux. Alors que quand le HCERS est arrivé, il y a eu quand même des pressions contre ça, et puis peut-être que l'État ou le secrétariat général à l'investissement qui pilote un peu tout ça voyait que finalement, donc ils ont adouci un petit peu, et ils ont redonné avec le HCERS les prérogatives au Comité national de la recherche scientifique de réévaluer les laboratoires. Et le HCERS devenait plus une agence qualité sur le papier. Bon. Bref, on voit que dans les faits, ça n'est pas vraiment le cas. Et ces instances-là, ces deux agences, enfin cette agence puis ce haut comité,
souvent étaient là pour court-circuiter les instances donc élues par les pairs et les instances collégiales qui étaient déjà en place. Et le but, c'était effectivement de lier cette évaluation donc, après, aux moyens financiers, aux moyens humains que l'État ou que les organismes allaient mettre dans les unités évaluées. Donc il y avait un lien performance et moyens. Et on l'a vu, on a vu la dérive il y a quelques mois, ou enfin, quelques semaines, sur la dernière évaluation des diplômes, dans le giron de Paris-Saclay en particulier, où ça a été un massacre. Un massacre où c'est le dernier. Les 2/3 des formations, la dernière ligne, les 2/3 des formations de premier cycle de l'Université Paris-Saclay avaient un avis défavorable dans la synthèse. Ce qui était donc incohérent avec l'évaluation de terrain qu'il y avait eu. Et puis, ça n'a même pas été mis en place. Ça n'a pas été suivi de décision, parce que ça aurait été un jeu de massacre et tout le monde aurait été bien embêté, en particulier l'Université Paris-Saclay et le gouvernement, le ministre et le gouvernement. Donc, bon. Et les critères de l'évaluation, je reviens donc à ce que je disais aussi tout à l'heure. L'évaluation, c'est bien, l'orientation de la recherche, c'est bien, mais sur quels critères aussi? Sur quels critères? Et les critères d'évaluation sont fondamentaux aussi. Il y a au niveau des doctorants des discussions aussi, au niveau des écoles doctorales, au niveau du suivi des doctorants. Donc là, je sors du cadre du HCERS, mais ça me vient à l'esprit parce que c'est à la fois un progrès de suivre les étudiants, les doctorants, les doctorantes, de faire en sorte que dans la plupart des disciplines, au moins dans ce que je connais autour de moi, on ne prend plus d'étudiants et d'étudiantes sans contrat doctoral, sans qu'il y ait un financement. Ça, c'est un principe chez nous. Les thèses durent 3 ans ou 4 ans, ça dépend de la nature et de la méthodologie employée. Mais au moins, et c'est suivi au sein d'une école doctorale, et il y a un comité de suivi individuel. Et là, certains disent, mais attention, il ne faut absolument pas que le comité de suivi individuel ait un pouvoir de sanction et de dire, cet étudiant, il est mauvais, il arrête sa thèse. Il faut que ce soit à la rigueur un comité de suivi avec des avis explicatifs, motivés, et ensuite l'école doctorale, et ensuite on discute de si ça se passe mal, pourquoi ça se passe mal, et on essaye d'y remédier. Donc l'évaluation, voilà, c'est ce que je voulais en dire essentiellement. Là, j'ai synthétisé sur cette diapositive un petit peu les grandes mutations que j'ai vues, moi, dans l'enseignement supérieur et de la recherche, avec celui qui pilote, donc le secrétariat général pour l'investissement, qui est rattaché au Premier ministre. Alors qu'auparavant, il y avait le commissariat général à l'investissement, qui était rattaché peut-être au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et là, on est passé à un niveau supérieur, et avec le HCERS juste en dessous, qui lui copilote, etc. J'ai mis surtout la diapo pour que vous l'ayez, si vous souhaitez la voir, on peut l'envoyer par mail, on peut envoyer même le diaporama pour le mettre à disposition, mais on ne va pas passer 10 minutes sur ce transparent. Moi, ça m'a permis d'y voir plus clair sur le cadre législatif, qui est le cadre juste en bas au milieu, là, où il y a toute une succession de lois, toutes aussi cohérentes les unes par rapport aux autres, et qui se termine par les ZRR. Là, je l'ai mis à la fin en gras parce que c'est vraiment ce qui peut, un outil très 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 dangereux. J'ai mis de côté les outils de financement, de pilotage, etc. Donc je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment un paysage très, on va dire très bien pensé, avec tout ce qu'il faut pour atteindre en particulier la démocratie universitaire. C'est le thème d'aujourd'hui, les libertés académiques. Donc au niveau donc c'est le dernier item des atteintes à la liberté académique que je souhaitais introduire aujourd'hui. Au niveau de la démocratie universitaire. Démocratie universitaire, on va dire, ce sont les conseils académiques ou administration avant, commission recherche, conseil scientifique, commission aussi pour les étudiants, le CEVU, des choses comme ça. Depuis la loi de décembre 2018, les établissements, les EPSCP, les établissements publics, en gros les universités telles que nous on les connaissait avec les missions de service public bien définies, ont été transformées. Certaines universités, donc vous l'avez vu ici sur Saclay, ont été fusionnées. Alors c'est un bien gros mot, fusionnées, parce qu'il n'y a pas eu une vraie fusion ici en tout cas. Sur d'autres sites, il y a eu des fusions. Et il y a eu une première étape expérimentale qui était les communes. Les communes, finalement, je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il y en avait à Lyon, alors je ne sais plus, Lyon Saint-Étienne.
Elle subsiste encore? Mais il y en a eu. Et en fait, au Knesset, régulièrement au Knesset, on vote pour la suppression de... Bon, je ne suis plus élu au Knesset depuis un an, mais je me souviens avoir voté, bah oui, on est pour la suppression de ce truc-là, parce que de toute façon, à part de la complexité, ça n'a rien apporté. Et puis, donc, et on est passé au stade d'établissement public expérimental, qui était pas le passage obligé, mais le passage voulu par le gouvernement pour aller vers un statut de grand établissement. Grand établissement, donc on part d'un établissement public PSCP et on arrive à grand établissement. Le but du grand établissement, enfin le but, une de ses prérogatives, c'est de pouvoir déroger au code de l'éducation, au code de la recherche. Et une fois qu'il y a les statuts du grand établissement qui sont gravés, pour les changer, il faut se lever de bonne heure. Et ça ne suffit même pas d'ailleurs. Et la phase EPE, établissement public expérimental, c'est de mettre en place, site par site, les statuts particuliers, parce que c'est très différent selon qu'on soit à l'université de Nice où il y a l'Observatoire de la Côte d'Azur qui est dedans. Enfin, c'est un sujet qui me vient à l'esprit. Saclay, vous savez, il y a Versailles, Évry, ex-Paris-Sud, les grandes écoles qui maintenant peuvent mettre le doctorat à leur nom, peuvent mettre leur nom sur le doctorat. Mais qui disent on ne veut pas de Paris-Saclay, nous c'est bon, on a ce qu'on voulait, en gros, maintenant on ne veut pas les contraintes. Aux dernières nouvelles, Versailles et Évry sortiraient de Paris-Saclay, mais là ils ne sont pas contents parce que bon sang, enfin certains ne sont pas contents, d'autres sont contents. Enfin, c'est selon ce qu'on y trouve comme bénéfice ou comme entrave, on va dire, ou comme baisse de pouvoir, on ne réagit pas du tout de la même manière. Une chose est certaine, c'est que Paris-Sud a perdu sa personnalité morale et juridique, c'est fondu dans Paris-Saclay, alors qu'Évry et Versailles ont gardé leur personnalité morale et juridique. Donc ils participent à deux CA en même temps. C'est comme ça, c'est très particulier. Et quand on regarde l'organigramme de toutes les structures qu'il y a sur Paris-Saclay, et qu'on parle de simplification, c'est vraiment caricatural. Non, c'est vraiment... Bon, puis tout est en anglais, ça c'est pour mieux dire. Hein. Les graduate school, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire le lien formation-recherche. Ça c'est ce qu'on m'a dit, moi. J'avoue que c'est très particulier. Et là, le gouvernement vient de sortir, je crois, ou va sortir la possibilité d'allonger la phase expérimentale. Bon, alors certains trouvent que c'est un succès, d'autres trouvent que qu'est-ce qu'on en a à faire? On ne veut pas de cette phase. Mais Madame Retailleau nous avait dit, donc ex-présidente Paris-Saclay, ministre à l'époque, nous avait dit, mais l'EPE n'amène pas forcément au grand établissement. Celles qu'ils voudront, comme les universités qu'ils voudront, pourront revenir à l'EPSCP. Il a dit, tu peux nous la refaire sans rigoler? Enfin, c'est pas possible, ça. Enfin, et effectivement, même si statutairement c'était possible, enfin ça reste possible, on voit mal les structures mises en place dans les EPE, et on l'a vu avec Paris-Saclay l'année dernière, c'était caricatural. En quoi c'était caricatural? C'est que ce qu'on appelle démocratie universitaire, il y avait quand même 60 ou 66% d'élus dans les conseils universitaires. Avec l'établissement public, il n'y en a plus que 50%. Et quand on sait que dans les élus, il y a quelques élus qui vont très bien avec la présidence de l'université et les formats gouvernementaux, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui vont s'opposer. Si on ne fait pas le plein, déjà 50% avec voix prépondérante à la présidence, on est mort. Et on l'a vu caricaturalement aussi à la nomination des personnalités extérieures, les personnalités qualifiées extérieures, qui font partie qui ont une voix aussi, une voix délibérative dans ces conseils. Eh bien, rien que pour nommer les personnalités extérieures, la présidence a voulu le faire tout seul, quoi. En demandant aux organisations syndicales, donnez-nous des noms. Mais pourquoi? Pour trier dans les noms les personnes qui intéressaient la présidence. Ça a été vraiment caricatural et au point où la présidence sortante a été battue. Il y a eu 2 candidats à la présidence et finalement, celui qui a remporté, c'était celui qui avait été propulsé administrateur provisoire du fait qu'il n'y avait pas de présidence après c'était la fin février 2024. Enfin, et le mec, il est devenu président. Il dit, oh, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Il était administrateur provisoire, il n'avait pas de conflit d'intérêt. Bon, passons. Là-dedans, les statuts, les statuts sont menacés, et les statuts du personnel sont menacés. En particulier, c'est sûr que le président Macron
a déclaré plusieurs fois, les statuts ne sont pas un tabou. Il faut aller au-delà des statuts, il faut éviter le frein des statuts. Et là, il y a des batailles un peu partout pour les statuts. Il y a aussi une grande désinformation sur le sujet, ça c'est clair. Bien. Et ben, je vais quand même accélérer pour aller à la fin, vu le temps qui passe. Donc les statuts de Paris-Saclay, ben, j'en ai parlé, donc c'est peut-être pas la peine de revenir là-dessus. Voilà, 50% contre 66% dans le code de l'éducation, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, et voilà. Toc. Donc les dernières menaces, à la rigueur, c'est peut-être les plus évidentes, hein, les menaces médiatiques, les accusations d'islamo-gauchisme à l'université, par exemple, ou dans l'enseignement supérieur, le wokisme, etc. Bon, ça revient régulièrement. Il y a une loi qui va passer aussi sur la question. On a vu l'exclusion d'élèves à Sciences Po. Là, je prends un petit peu... il y a eu une publication de la liste de noms de signataires d'une pétition qui demandait la démission de l'ami Frédérique Vidal, donc publication sur un site d'extrême droite. Il y a vraiment non seulement des idées nauséabondes via les ZRR, mais il y a aussi introduction d'idées et de violences pour monter les gens les uns contre les autres, les collègues les uns contre les autres. C'est avec effectivement menace de coupure de subventions. On a entendu les coupures de subventions à Sciences Po, on a entendu des menaces ou des suppressions de subventions à Lyon 2, qui avait accepté je crois la tenue d'une conférence sur la Palestine ou autre chose. Enfin. Et là, comme je le disais en début aussi, parfois les scientifiques sont accusés d'entraver l'économie et de pénaliser les travailleurs. Donc dire ça à des syndiqués, c'est quand même, ça fait mal. Et donc, c'est là quand on voit pourquoi, il faut se poser la question, pourquoi des agriculteurs ont-ils muré le mur du siège de l'INRAE, Institut national de la recherche en agronomie et en environnement. Pourquoi ? C'est qu'il y a un problème déjà de survie des agriculteurs, du salaire, enfin salaire entre guillemets, du revenu des agriculteurs. Est-ce qu'ils ont un revenu plancher ? Est-ce qu'il y a des prix planchers à leurs produits ? Ou est-ce qu'on continue à se fondre dans le marché mondial ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour eux ? Parce qu'après, effectivement, qui contrôle la FNSEA ? Est-ce que ce sont les agriculteurs de base ? Est-ce que ce sont des patrons agriculteurs ? Bon, poser la question, on va dire que c'est en partie y répondre, mais dire que c'est de la faute des scientifiques que les agriculteurs n'arrivent pas à faire leur boulot, c'est quand même fort de café tout ça. Donc là, on a vraiment un rôle à jouer. Et au-delà donc de l'agriculture, sur les médicaments, sur la biodiversité, sur l'environnement, là, on le voit sur la réintroduction éventuellement de certains pesticides comme le glyphosate. Les questions sont posées et c'est aux scientifiques, alors du côté INSERM même pour le médical ou du côté de tous ceux qui bossent sur les sujets de recherche médicaux, donc l'INRAE en particulier sur les pesticides. Et donc en conclusion, je vais... Enfin, un résumé, ce n'est pas vraiment un résumé, mais en gros, quelques mots-clés, quelques phrases clés, c'est que le paysage est quand même cohérent. Je veux dire, tout ce qui s'est passé depuis 10, 15, 20 ans, c'est très cohérent et les outils sont mis en place progressivement pour qu'il y ait un contrôle de plus en plus vertical, disons, du pouvoir sur nos activités de recherche. Donc les ZRR, je n'y reviens pas. La démocratie universitaire est réduite à portion congrue. Donc, OK, voilà, et avec un retour en arrière qui sera très compliqué, voire impossible par justement les conseils et les votes en interne. Ce qui apparaît dans le paysage récemment, c'est ce que j'ai mis en rouge dans le dernier paragraphe, les COM à 100%. Donc, j'ai parlé des COM, qui est contrat d'objectifs de moyens et de performance, qui en soi sont déjà, c'est déjà un accord, enfin un contrat signé entre un État, c'est lui qui donne l'argent, et l'université, les établissements, c'est eux qui reçoivent l'argent. Un contrat, on n'est pas un contrat à égalité, je ne sais pas, mais là, ce n'est pas du tout l'égalité. Le P de performance a été rajouté il n'y a pas très longtemps. Pour certains, c'était le M de moyens qui manquait. C'était encore pire. Ce contrat d'objectif et de performance sans moyens, c'était quand même pas mal. Mais jusque-là, ça concernait, à ce qu'on m'a dit, 0,8% de la subvention pour charge publique, la subvention d'État. Et il est question de les passer à 100%. Et il y a 2 ou 3 universités qui sont en cours de test de ces COM à 100%.
100%, ça veut dire y compris la masse salariale. Donc vous voyez très bien, si c'est un contrat d'objectifs, si on n'a pas atteint les objectifs, il y a peut-être une sanction qui peut se préparer, quoi, potentielle. Donc 100%, si c'est sur la masse salariale, là on y est. Enfin bon, c'est un truc de fou. Donc voilà, il y a un collègue, un camarade du SNES-Sup FSU à Strasbourg qui a écrit un long texte sur les comptes à 100% pour expliquer vraiment dans tous les détails en quoi c'était dangereux. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien vers ce... C'est long à lire. Moi, je l'ai lu dans le RER plusieurs fois où je suis allé à Paris. C'est long à lire, mais ça vaut le coup, je pense. Donc manifester en faveur de Stand Up for Science ne suffira pas, alors d'accord. Surtout quand ça fait flop. Une fois que le choc émotionnel est passé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'informer, se documenter, c'est tellement évident. Je pense que là, il faut faire jouer tous les leviers possibles, que ce soit associatifs, syndicaux, politiques, que sais-je encore, nous organiser en fait, essayer de comprendre, démêler le vrai du faux, ça c'est essentiel, mais dans nos métiers, ça nous paraît tellement évident, mais quand avec les fake news, enfin je sais pas comment on dit, les désinformations lancées exprès pour à la rigueur jeter un pavé, puis dire, bon après tout, si toutes les informations sont mauvaises, on va même plus croire celle de la CGT ou celle d'autres camarades, on ne croira plus personne. Ou alors juste, on prendra la dernière info qui sera dans notre tête, c'est celle qui fera tilt. Enfin bon, donc là, au niveau de Saclay, je termine là-dessus. On a un collectif CGT Saclay qui englobe tous les camarades CGT liés quelque part d'une façon ou d'une autre à l'université de Paris-Saclay. Indépendamment de Saclay, je suis co-secrétaire général du SNTRS CGT et on mouille la chemise. J'ai plus le temps de bosser sur mon cœur de métier, malheureusement, sauf 2-3 semaines en été. J'ai une décharge syndicale, rassurez-vous, il n'y a pas de souci pour ça. Je suis protégé, mais c'est vrai que, on a besoin de renforts. On a besoin de renforts aussi. Et bon, je ne suis pas là pour que vous faire signer des cartes, hein, mais je le dis comme ça me sort, comme ça me vient. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais un petit peu très long, même. C'est pire qu'un séminaire, ça. Mais normalement, on devait le faire à 2. C'est peut-être encore plus long. Merci beaucoup, en tout cas.